Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Samy du Journal du Coin avec lequel j'ai pu discuter déjà sur la chaîne il y a environ 7-8 mois au top du bull market. C'était vraiment à l'apogée de ce bull market de 2021. Et donc là, sur cette interview, on va plus parler de bear market, de son portefeuille en bear market, comment il voit le marché des cryptos, comment il voit d'un point de vue technologique le marché, quelles sont ses thèses d'un point de vue technologique, qu'est-ce qu'il fait, bien évidemment, c'est le concept de la série, et en plus de ça, sur la fin, on va un peu parler carrière et comment vous pouvez impliquer pas que de l'argent, mais aussi du temps dans la crypto. Donc voilà pour ça. Sur ce, donc, trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti. C'est parti, on est live, on se retrouve avec Samy sur son StreamYard. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite interview point, puisqu'en fait, c'est notre deuxième interview avec toi, Samy. La dernière date de, on va dire, 8 à 10 mois, donc les choses ont pas mal changé depuis. Donc, on va un peu parler de bear market, etc. En tout cas, génial que tu sois là, et puis trop cool. Donc, Merci, merci beaucoup. Non, mais merci, c'est très sympa de me voilà, convier. trop cool. Vraiment. Je vais pas te laisser te présenter puisque bon, tu l'as fait la dernière fois et je pense que les gens commencent à te connaître un peu dans l'écosystème. Ce serait une perte de temps. On va directement rentrer dans le dur, tu vois, le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue marché, toi qui as vécu les différents bear markets, enfin en tout cas un bear market passé qui était un des, enfin je pense assez dur parce que bon moi je l'ai vécu un peu plus de l'extérieur juste en tant qu'investisseur, mais pas vraiment en tant que builder. Et comment tu vois l'écosystème actuellement d'un point de vue technologie par rapport au bear market passé et d'un point de vue marché? Est-ce que pour toi ça va très mal? Est-ce que c'est plutôt correct, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec le précédent bear market. Le niveau, la cadence des progrès techniques, ce qu'on est en train de construire, le nombre d'initiatives intéressantes qu'on voit aujourd'hui, la qualité moyenne des projets qui émergent et qui lèvent des fonds, mais ça n'a absolument rien à voir. Tu venais en 2018, tu avais t'avais le boom des ICO qui manquait de souffle. On était en fin Hmm. de folie des ICO. Tu avais des summits, les fameux, Los Famosos Blockchain Summit à plein d'endroits différents, des îles, etc., où il y avait plein de projets d'une qualité discutable qui venaient démarrer leur levée de fonds ou la clore et finalement qui n'avaient pas grand-chose à shipper ou qui disparaissaient au bout d'un an, tout ce genre de projet-là. Et ce n'était pas vraiment des innovations, c'était juste des ventes de jetons. Ils expérimentaient avec le concept en fait de la vente de la vente de tokens avec des promesses un peu lunaires et approximatives. Bref, on n'était pas en train de tacler des problèmes comme le scaling d'Ethereum, d'explorer, d'essayer voilà, de proposer des expériences. Aujourd'hui, il y a tellement de thématiques beaucoup plus intéressantes pour la mass adoption. On essaie de créer de nouvelles expériences utilisateurs, de nouveaux wallets. On essaye de justement traiter ce problème pardon, de performance d'Ethereum en proposant différentes solutions, notamment des roll-ups dont on va sûrement parler plus tard dans cette émission. À l'époque, il n'y avait pas, il y avait même pas de question. Le terme ZK Rollup, il était pas du tout présent, pas du tout existant. Il y avait à la limite Zcash qui avait ramené les ZK Snark sur le marché en 2016. Il y avait quelques projets qui utilisaient des Zero Knowledge Proof, genre Pivix et tout, mais ils n'ont jamais connu d'âge d'or. Je ne parle pas pour Zcash. Il y avait pas grand-chose. Il y avait très peu de papiers qui proposaient cette vision de utiliser des preuves de validité pour rendre un système plus performant. Il y avait tout simplement bah, pas. Il y avait de la DeFi, hein, il y avait Hitland, etc. Mais c'était très rudimentaire, très sommaire et ces protocoles étaient à leur début. Il n'y avait pas grand-chose de construit ou c'était très très jeune. Hmm. Et du coup, l'espace de blocs sur Ethereum, il n'était pas non plus aussi cher qu'aujourd'hui. Donc finalement, il y avait moins d'urgence à essayer de mettre Ethereum à l'échelle. Et donc, et moins de capital aussi, d'outstanding capital, de capital qui déborde pour financer ces initiatives-là. Puis après, la mer s'est retirée. Beaucoup de gens ont perdu, des entités, des particuliers, des personnes. Ouais. Et
Et certains ont survécu, certains sont restés et se sont armés d'une rigueur plus forte pour mieux conduire leurs investissements pour la prochaine vague. Et je pense que ça se ressent aussi. Et ce qu'on ressent aussi finalement, c'est qu'on est passé d'une magnitude à une autre, d'une échelle à une autre en termes de population de développeurs, d'utilisateurs. On a rajouté un zéro en fait sur la plupart des métriques et ça se ressent clairement. On peut faire des progrès, il y a des eureka technologiques sur 40 secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a beaucoup plus de contributeurs sur les différents protocoles, beaucoup plus d'utilisateurs, de partenariats qui, à mon sens, c'est un peu du bullshit, mais on a de plus en plus de boîtes, on va dire Web2, SP500, qui intègrent de près ou de loin les crypto-monnaies hein, dans leur mécanique. Hein, elles sont acceptées à Starbucks aux États-Unis, etc. Il y a eu une flopée de news de ce genre-là. Il s'est passé tellement de choses que les deux bear markets ne sont pas comparables, hormis le fait que dans celui-ci, la baisse a été beaucoup plus abrupte, précipitée par un contexte, je pense, c'est peut-être la macro qui justifie ça, la baisse a été beaucoup plus rapide. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a finalement bottom ou autre? Ça, c'est subjectif, c'est l'appréciation de chacun. Pour moi, le bear market n'est pas terminé. Le précédent avait duré un peu plus longtemps. Je pense qu'on peut rester dans cette phase, dans cette stagnation, cette baisse pendant encore quelques mois, voire même un an et demi. Les volumes tombent, ça se voit clairement, notamment du côté du retail. Est-ce que ça repartira dans quelques jours ou autres? Finalement, ça ne m'importe pas tant que ça. Je pense que le plus important, c'est d'entretenir cette conviction que, au moyen terme et au long terme, ces technologies-là, hein, Ethereum, la finance décentralisée, et toutes les qualités en fait, que ces technologies ont, font sens dans le futur et connaîtront une adoption plus forte. Il y aura toujours en fait des secousses, et ça, c'est des secousses qui vont concerner tous les écosystèmes et tous les marchés, qu'ils soient traditionnels ou post-modernes ou décentralisés ou whatever. Et donc voilà, je ne suis pas trop inquiet. Tout va bien. Et ce bear market est fascinant, ça, on s'amuse beaucoup. Ça, ouais. On rencontre plein de gens. Et puis, je ne sais pas si on a encore bottom, hein, parce que moi, je me rappelle de THCC en 2019, au CNAM. C'était pas, il n'y avait pas de la MIV pour acheter des tickets. Hein. Il y avait pas de Alors, t'inquiète pas, hein, les tickets, t'allais à l'amphithéâtre principal, c'était pas du tout chargé. Je pense que j'avais publié une petite photo il y a quelques mois à ce sujet-là. C'était pas du tout la même vibe. Chainlink, c'était un stand avec deux chaises et une table Ah et ouais. quelques, ouais, enfin, la taille des stands, il n'y a pas de fonction linéaire entre la taille des stands et la qualité du projet ou du marché ou quoi que ce soit. Mais t'avais pas du monde au balcon dans les événements. Mm. Aujourd'hui, même une conférence crypto, un concept nouveau qui émerge de nulle part, tant qu'il s'aligne sur un bon écosystème ou autre, il va sold out. Il y a de la demande de la part des gens qui veulent build et aussi des utilisateurs pour voir qu'est-ce qui se passe, augmenter leur niveau de compétence ou autre. C'est pas du tout la même physique en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Ouais. à voir. On l'a Voilà. vu à Paris ce mois-ci. Enfin, franchement, il y avait vraiment beaucoup de monde à tous les événements. Limite sold out. Il y avait beaucoup de devs, beaucoup de trucs. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai shift du Web 2 vers le Web 3, qui, surtout pour les devs, Ouais. qui n'avait pas du tout avant. Et d'un point de vue marché, bon, en plus, je pense pas qu'on a bottom. C'est-à-dire que quand on regarde d'un point de vue micro, on peut dire bon, on a bottom avec l'UST, etc. Quand on regarde juste le marché des cryptos, on peut dire qu'on a bottom. Mais quand on regarde la big picture, ça, c'est pas joli, joli. Mais du coup, par rapport à ça, quelles sont les actions que toi tu prends à titre personnel, que ce soit du côté investissement, là où tu investis ton argent par rapport à ce que tu viens de dire, mais aussi du côté temps, où est-ce que tu investis ton temps par rapport, encore une fois, à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'entends par là? Si toi tu penses qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont pertinentes en ce moment et qu'il y a plein d'initiatives, etc., vers quel type d'initiative tu, euh, tu, tu, tu investis ton temps et vers quel type d'initiative actuellement tu investis ton argent. Voilà. Je vais essayer de faire une réponse succincte à cette question parce que c'est facile de te répondre pendant 15 minutes sur un truc aussi large. Et c'est saoulant, peut-être pour l'audience, donc on va faire un truc court. Sur quoi j'investis aujourd'hui? Principalement, je gagne de l'argent. Cet argent, je le reçois en fiat. Mhm. Euh, J'en garde une majeure partie. J'en déploie une partie limitée sur des actifs qui sont liquides, qui sont déjà sur le marché, hein, sur des DEX ou des SEX, type Ouais. Binance, Kraken, etc. Essentiellement Ethereum, un peu d'Atom,
et il doit avoir quelques jetons en fait, de DeFi dans le lot qui sont profitables. AAV, et par exemple, je me dis à chaque fois que je vais acheter du GMX ou autre, ou des trucs comme ça, ou du Lux, je le fais jamais pour être honnête. Et puis le reste, voilà, j'ai des jetons qui sont stakés sur différents systèmes POS que j'aime beaucoup. Où est-ce que je déploie mon capital aussi, vu que j'ai d'autres activités en parallèle, sur des projets qui ont une proposition de valeur nouvelle. J'essaye de prendre en fait dans chaque segment le meilleur cheval de bataille. Par exemple, dans les preuves de validité ou autres, j'ai essayé de ne pas en prendre 5 ou 6. Parce que moi, en fait, quand j'investis mon temps dans quelque chose ou des ressources dans quelque chose, j'essaie aussi de contribuer à mon échelle au succès du protocole en question. Donc, j'essaye de limiter au maximum les investissements par thèse, par couloir, on va dire. Parce que en plus de déployer du capital, donc de l'immobiliser via du staking ou en l'investissant, soit sur un marché secondaire, soit en early stage, on va pas se mentir, j'ai un peu de réseau et j'ai quelque chose à offrir en fait au protocole en question, qu'il s'agisse de les aider j'en sais rien, pour leur stratégie, ou même avec des ressources, s'ils ont besoin de tooling ou d'infrastructure. On est aujourd'hui en mesure, on a une super team à Node Guardians qui fait ça, de proposer certaines choses. Donc, on a parfois accès, dans certains cas, à des protocoles à un stage early, mais ça veut aussi dire que le capital va être immobilisé. Dans ce contexte de marché-là, avec la gueule des valos, ce n'est pas toujours l'assurance qu'il y ait un profit ou autre, mais à partir du moment où on commit, à partir du moment où on s'engage, il va falloir consacrer du temps à la chose. Et Mm. ça, bah, il faut faire très attention avec. Idéalement, tu as envie de choisir que 2 ou 3 projets par catégorie. Je me répète un peu. Donc, il y a des grandes thématiques qui m'intéressent. Par exemple, sur, voilà, on sait que Ethereum, c'est le grand ordinateur partagé que tout le monde préfère aujourd'hui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La valeur sécurisée par le réseau, la TVL qu'il y a, la diversité des applications, la grandeur de l'écosystème. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de construire parallèlement sur des sidechains, des roll-ups ou autres, des applications qui vont avoir un bridge avec ce layer-là, qui soit des trust minimized bridge comme sur un roll-up ou des bridges avec un comité qui est beaucoup plus dangereux. On a vu que c'était. Bref. Et qui vont essayer de construire autour d'Ethereum, d'augmenter cet écosystème et qui vont proposer des solutions pour bah voilà, pour le mettre à l'échelle. Donc, par exemple, dans ces solutions de scaling, il existe donc les fameux ZK Rollup et les Optimistic Rollup. Alors, attention, les ZK Rollup ne sont pas des ZK Rollup aujourd'hui, pour la plupart, sauf Aztec peut-être. On parle de ZK Rollup, mais ce sont des Validity Rollup, donc les preuves qui sont générées pour prouver l'intégrité d'un ensemble de calculs, de passage d'un état 1 à 2, ben, c'est des preuves de validité. Elles n'ont pas ces propriétés de protection en fait, de l'information qu'on trouverait sur une preuve 0. Voilà. Donc, dans cette catégorie-là, j'essaye de choisir allez, 2 projets parce qu'il doit avoir 6-7 trucs qui proposent des solutions pour rendre Ethereum plus performant en utilisant ça. Puis après, il y a les Optimistic Rollup. Là aussi, j'essaye d'en choisir un, même si j'ai une préférence pour les Iki Rollup. Et s'il faudra en choisir un deuxième, on en choisira un deuxième une fois qu'on aura atteint un niveau de conviction suffisant pour se dire, eh ben, on va s'investir dans cet écosystème et essayer de contribuer à son succès en construisant dessus et en démystifiant, on va dire, cette technologie-là pour qu'éventuellement certaines personnes qui savent coder ou construire des communautés aient peut-être envie d'explorer la chose ou autre. C'est comme ça qu'on peut soutenir un écosystème. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à pousser les gens à acheter un token ou autre parce que souvent le terme influenceur, il est coiné d'une façon dégueulasse. On pense que, voilà, bon, influenceur crypto, c'est le mec qui va mettre le lien Bybit à plusieurs reprises dans l'émission et demander aux gens de prendre des leviers parce qu'on est dans un panier de Bollinger ou je sais pas quoi, et que ça va aller à la hausse ou à la baisse. Euh, attention, il y a des gens qui font très bien ça et qui sont très transparents, très honnêtes, etc. Mais bref, Ouais, on peut pour passer. répondre à cette question, normalement, je devrais me faire un Google Sheet avec un vrai plan, mais là, je peux parler pendant un moment. Pour revenir aux stablecoins, j'en garde pas mal. Et en ce moment, les stablecoins, je prends un risque, hein. Je les ai mis sur sommelier, mais j'ai arrêté parce que les récompenses de liquidity mining n'étaient pas vraiment liquides. J'utilise des options simplifiées, des options exotiques, donc des structured products, etc., des options sur Sega, un protocole que je supporte, que j'aime bien, avec une team très sérieuse. Et ça permet en gros d'être rémunéré pour un risque
qu'on accepte de prendre. Si on a des convictions sur une évolution du marché, si on pense que BTC ne va pas perdre plus de 50% de sa valeur sur les 30 prochains jours, bah, c'est un risque qu'on accepte de prendre. On fait le pari que dans les 30 prochains jours, BTC ne perd pas 50% de sa valeur et on est rétribué si ce scénario se produit. Par contre, si ça se passe mal, on est aussi sanctionné lourdement et on perd une partie de son principal, de son capital investi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce genre de produit, pour le coup. Et je cherchais une solution qui proposait ça de façon simplifiée. Et donc, j'utilise pas mal ça. Après, ouais. Ok, non, mais Ouais. c'était complet. Et pour ce qui en est des Layer 1 ou autre, je m'intéresse toujours à Cosmos, même si le truc qui me dérange un peu sur Cosmos, bah, c'est la sécurité économique de la chose. Euh, les blockchains Cosmos, les chaînes souveraines, c'est des réseaux de validateurs qui pèsent quelques centaines de millions, dizaines de millions de dollars, donc ils peuvent être attaqués potentiellement facilement par un gouvernement. Hmm. Euh, Au niveau économique, je pense que sur le plan technique, Tendermint, ça a fait ses preuves, Cosmos SDK, etc. Ces blockchains peuvent partir en vacances, mais ce n'est pas de la faute de Tendermint la plupart du temps. C'est de la faute du module qui permet l'exécution des smart contracts, qui est ajouté en fait comme un bloc supplémentaire qui s'appelle Cosmosm et qui est conçu par un autre contributeur qui s'appelle Confio. Et donc, c'est un peu le module que tu peux rajouter sur n'importe quelle chaîne Cosmos pour, pour les contrats intelligents. Voilà, tout ce qui passe en WASM, tu peux le mettre dessus, etc. C'est génial, c'est le standard sur Cosmos. Donc j'aime beaucoup, on voit qu'il y a toujours cette dynamique, cet intérêt pour Cosmos. Ça va sûrement grandir à mesure que le temps avance parce qu'il y a des propriétés qu'on a sur les app chain Cosmos que l'on n'a peut-être pas sur des roll-up, des L3 avec des caractéristiques qui correspondent à nos besoins. Ça, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant à traiter. Et une de mes craintes qui finalement commence un peu à être à, à baisser légèrement, on va dire, c'était le scaling vertical de ces systèmes-là. Comment est-ce qu'on scalait ces blockchains-là? Parce que le Tendermint, c'est relativement lent. Et aujourd'hui, Paradigm et d'autres boîtes de recherche sont en train de faire des expérimentations pour changer en fait le consensus, le système de broadcasting des transactions, plein de choses sur les blockchains Cosmos, Cosmos SDK, pour qu'elles aient ce qu'on appelle le throughput, euh, une capacité de traitement de transactions beaucoup plus forte. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, ça m'intéresse pas mal. Pour en revenir aux ZK Rollup, enfin aux Validity Rollup et aux Optimistic Rollup, en fait, s'il fallait en choisir qu'un, voire deux dans les Validity Rollup, ça va être très simple. C'est Starknet. C'est pour ça que j'ai fait une conférence sur le sujet. S'il fallait en célébrer un, c'est Starknet. Et Polygon. J'aime Ouais. beaucoup Polygon. Après, je suis de près et j'aime beaucoup la team de Scroll parce que c'est du vrai travail qu'ils ont fait avec leur vrai VM équivalence et tout le travail que ça implique derrière, etc. Et l'expérience pour les développeurs Solidity qui veulent porter. C'est super intéressant. Mais en fait, il y a plusieurs raisons qui font que je vais préférer Starknet à la plupart des Validity Rollup, des ZK Rollup, etc. Déjà, il y a la question de la provenance. J'appelle ça la provenance, etc. Starkware, la boîte, pas Starknet, Hmm. c'est fondé initialement par 4 personnes. Aujourd'hui, il ne reste que 2 fondateurs en opération. C'est Eli Bensasson, Uri Kolodny, Alexandro Chiesa et Michael Ryabzev. Donc, c'est des gens, pour la plupart, sauf Uri, qui ont leur nom dans des papiers académiques sur les preuves de validité, les Zero Knowledge Proof, sur les 15 dernières années, qui en ont fait l'objet de leur thèse, de leur mémoire, etc. Ça, déjà, ça rajoute une once de légitimité à ces gens-là pour travailler sur des preuves de validité et des Zero Knowledge Proof. C'est-à-dire que on ne va pas dire que les autres font un move opportuniste, ça serait pas bien de dire ça, mais eux, pour le coup, avant même que it was a thing, les Zk Ouais. Rollup, etc., eux, ils bossaient dessus. Tu regardes le papier de Zero Cash, c'est Eli Bensasson et plein d'autres chercheurs, attention. La première mise en production d'un système à base de snarks, market ready, pour monsieur tout le monde, comme vous et moi, Zcash, le scientifique principal, c'est Eli Bensasson. L'inventeur des Stark, c'est Michael Ryabzev, Eli Bensasson, etc. De nouveau, bref, donc c'est quand même des gens qui ont expérimenté avec la mise en production des preuves ZK, qui ont été formalisées, théorisées. Ça a été proposé en 84, en 85, je pense, le concept de base. Mais les premières mises en pratique, en fait, de ce concept-là, on les a vues que sur les 5 dernières années, quoi. Enfin, en gros. Donc, vraiment, ça donne un edge déjà en termes on va appeler ça la provenance pour le projet. Ça donne quelque chose en plus. Hmm. Après, la cryptographie, finalement, c'est juste s'envoyer des messages et dissimuler le contenu des messages parce qu'il y a des méchants qui veulent écouter les messages sur le champ de bataille. Et
en Israël, et je crois qu'il y a le plus grand nombre de cryptographes par habitant et de brevets en fait de cryptographie parce qu'il y a aussi des antécédents historiques et militaires. Là, on prend pas parti ou quoi que ce soit, qui justifient le fait que voilà, il y a eu un besoin de développer des solutions de ce genre-là. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été conçus en fait, de qui est guerre asymétrique, cryptage, etc., qui justifient aussi la présence de beaucoup de personnes qui publient des choses sur ce sujet-là. Donc, eux vont sourcer directement les ingénieurs de la part de ces universités qui conduisent, avec beaucoup d'étudiants qui conduisent des travaux là-dessus. Donc, ça donne déjà un edge. Après, pour la suite, c'est, on va dire, le production readiness du système. C'est le deuxième grand point. Mm. Je vais juste mettre une petite mention spéciale pour Polygon, que j'aime beaucoup. Polygon, c'est quand même une Dream Team qui a été assemblée avec Dimitri Loubarov de Mir, donc des gens qui travaillaient sur les ZK aussi depuis longtemps. Bobin Threadbare, donc c'est un surnom, bien sûr, qui était chez Facebook, qui a fait Winterfell, aussi un Stark Prover très bon, d'après ce que m'a dit Eli. Et Jordi Baidena, qui travaille aussi sur les ZK Rollup avec Hermès, qui est aussi très respecté dans la communauté Ethereum et au-delà. Donc, non, on est quand même sur une team de champions réunis avec une mission, et ça, c'est aussi exceptionnel. Pour en revenir à la question de Starkware, un autre truc qui est intéressant, parce que j'appelle ça la production readiness et la mission, Starkware. Pas le fait que, pardon, je te coupe, mais le production readiness, c'est pas le fait que le produit soit en production et qu'il soit. En gros, moi, c'est voilà, le niveau de production readiness du truc. Starkware, leur produit StarkEx et StarkNet. StarkEx, ça marche depuis 2 ans. Et ça a Ouais. permis de traiter des milliards de dollars en transactions, hein, des volumes monstrueux. Donc, ces applications, vous connaissez peut-être déjà, SoRare, DYDX, etc. Ça tourne depuis un moment sous leur forme Cairo, etc. Le truc marche sans gros drama quant à la stabilité ou la disponibilité du séquenceur ou autre, alors que c'est des systèmes. Voilà, le truc fonctionne depuis quelques années. Alors que chez la concurrence, il faut quand même le noter, il y a beaucoup de choses qui ne se résument qu'à un ensemble de tweets. Il n'y a rien eu en production, il n'y a toujours pas de testnet. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en considération parce que je pense que les systèmes ont été conçus avec beaucoup de rigueur chez la concurrence et qui vont certainement très bien marcher. Il y aura sûrement des pannes sur le séquenceur, comme on en a sur Arbitrum, Optimism, ou peut-être que le prover va être cassé. C'est difficile à auditer, hein, ces machines-là. Il n'y a que 20 personnes qui savent faire des provers de ZK sur la planète, de toute façon. Mais on ne sait pas si ça marche. On n'a rien vu. Et ça, déjà, c'est important pour moi. StarkEx, StarkNet, ça marche. Le système marche. L'infrastructure n'est pas décentralisée, ça n'a rien d'élégant sur cet aspect-là, mais il y a une roadmap là-dessus. Et puis, avec les preuves de validité, de toute façon, la preuve, elle est postée sur le mainnet, elle est vérifiée sur le mainnet. Donc, si tu postes n'importe quoi, ça ne va pas être accepté par le contrat qui est sur le mainnet. Bref, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, finalement, c'est le fait que une ZK IVM, que ce soit de la voilà, IVM compatibility ou équivalence ou quoi que ce soit, elle hérite de la qualité d'être finalement, de proposer le support d'un langage que tout le monde connaît, c'est une hyperbole bien sûr, mais elle hérite aussi de tous les défauts qui sont inhérents à ce langage. Et les problèmes d'exécution qu'on a avec ce langage, de performance, etc., Solidity, bref, même de garantie de sécurité, il y a pas mal de choses que finalement on répète le même loop. Très bien. Tout le monde veut faire une ZK-VM pour capter les populations développeurs ou autres, mais finalement, est-ce qu'une ZK-VM, la mission principale, c'était de scaler Ethereum. Est-ce qu'une ZK-VM, ça nous permet de scaler d'une magnitude à terme de 1000 fois, 10 000 fois, ou est-ce que c'est juste quelque chose de l'ordre de 3 fois, 4 fois, 5 fois? Est-ce que finalement, ce qu'on veut, idéalement, ce n'est pas un roll-up composable qui gère l'activité de millions d'utilisateurs simultanément à un coût extrêmement faible? Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on veut? On n'a peut-être pas envie d'avoir plein de roll-up qui interagissent entre eux avec tous les risques de sécurité et de latence que ça implique et qui gèrent 100 transactions à la seconde, 200 transactions à la seconde. Je pense que pour faire du rescaling, il faut enlever cette couche d'abstraction. Et ça, c'est une concession, c'est un problème qui a été surmonté par Starkware, je pense, il y a 2-3 ans, alors que beaucoup de projets concurrents n'étaient qu'à leur genèse. Ils se sont dit, je pense, on peut faire une ZK-IVM avec tous les avantages que ça implique, mais finalement, on ne va pas le faire parce que pour avoir du vrai scaling, il faut enlever cette couche d'abstraction, de transpilation, de compilation, changement de bytecode from A to B. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, sans être, on va dire,
voilà, ingénieur en low level, en ce qu'on veut. Hein. À partir du moment où tu changes les instructions, qu'il y a une couche d'interprétation, ben, ça implique de la latence. Chaque fois que tu convertis une instruction ou autre, si tu dis à Google Translate pour traduire une phrase, ben, l'input, avant d'avoir le résultat, il va prendre du temps pour phagocyter un peu la chose et de sortir quelque chose de nouveau. Le truc avec les IVM équivalences, les IVM compatibilité ou autres, c'est qu'en fait, on prend du Solidity et on va le transformer en autre chose. En général, un target language qui est mathématiquement prouvable. Parce que pour générer des preuves de validité à partir d'instructions, de programmes, voilà, de quelque chose, il faut que le langage soit mathématiquement prouvable. Il y a pas mal de critères à honorer. C'est une logique qui est différente. Solidity n'a pas cette propriété par défaut. Donc, on doit le transformer en autre chose qui est mathématiquement prouvable. Et par exemple, on a plusieurs initiatives qui apparaissent chez Zik et Sync. Ils disent que tu mets ton code en Solidity, il est transformé dans quelque chose qui s'appelle Zinc. Zinc comme l'élément dans le tableau périodique. Hein. Ouais. Mais Zinc, tu vas sur GitHub, il n'y a rien. Ils te disent, we'll come back. Alors, ils annoncent le mainnet dans 100 jours, Zik et Sync V2, etc. Mais il n'y a pas de specs. Ils te disent, we will release soon, we will publish Zinc very soon. Il y a un repo, bien sûr, mais il y a pas, le truc n'est pas prêt. Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit. Je suis sûr que ça existe, que c'est prêt ou autre, mais finalement, surtout dans des situations où ils doivent finir le truc dans la deadline de 100 jours, on ne sait pas ce que c'est. Et il va falloir après explorer la chose et tenter de faire des trucs avec ça. Quelles sont les garanties de ce langage? Est-ce qu'il est vraiment performant ou autre? Ça, c'est une question que je me pose. Tu as d'autres initiatives plus exotiques qui arrivent. Là, on va faire plein de name dropping, comme Risque Zéro. Risque comme instruction, avec un C à la fin, pas un K. Risque Zéro, qui est en gros, ouais, risque zéro avec un C, zéro. Donc là, en gros, l'idée, c'est de créer une ZK VM, pas EVM. Donc un ordinateur qui gère LLVM, donc tout ce qui passe en LLVM. En gros, tout ce que tu codes à travers ça, bah, ça devient mathématiquement. Voilà, on peut en faire une preuve à partir de ça. Donc en gros, il y a toujours quelque chose qui va arriver au milieu, c'est que tu as une couche d'interprétation qui va changer les instructions en quelque chose qu'on peut prouver mathématiquement. À partir du moment où tu fais ça, je pense que tu n'as pas les mêmes garanties de coût, de rapidité, de performance. Et finalement, tu vois que c'est l'approche qui est employée par la plupart des concurrents. Alors que si finalement, tu conçois un langage qui est from scratch conçu pour la génération de preuves, qui n'est fait que pour ça, même si ça implique une expérience pour les développeurs qui n'est pas confortable, il manque du tooling, il manque plein de choses. À T plus 5 ans, quand l'infrastructure sera plus mature et potentiellement les utilisateurs du roll-up seront plus nombreux, peut-être que ça peut foirer aussi. Hein. C'est ça qui fera la différence en termes de performance. Et l'idée, c'est qu'on veut aussi avoir des gens qui payent peu pour faire la transaction et des gens qui sont sur la même map, en gros. On veut de la composabilité et on veut avoir un maximum d'applications sur le même roll-up, en gros. On veut tous sur le même roll-up et pas avoir à lancer 25 roll-up et avoir 3 protocoles, Money Market là, un là-bas, etc. Ouais. On veut que tout le monde soit sur le même roll-up et tout le monde profite de cette composabilité. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de document précis qui te démontre quelle est l'efficience en computation, en calcul de chaque roll-up. Aujourd'hui, ça n'existe pas parce que la plupart ne sont pas prêts. Mais je pense que si ce choix a été fait, c'est parce que les implications de faire ce choix, avec tous les problèmes que ça implique, c'est dégueulasse, tout le monde doit apprendre un nouveau langage, c'est peut-être quelque chose qui fait que peut-être Starknet sera 100 fois moins cher, ou 50 fois moins cher, ou 5 fois moins cher peut-être, ou pas du tout moins cher, mais certainement moins cher que ce que la concurrence a offert, parce qu'il n'y a pas cette couche de permutation, de changement, de transformation. Et ça, c'est super important. Et je respecte cette approche qui est prise. Mais en parallèle, parce que Polygon, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les chercheurs qu'il y a derrière, et je les trouve beaucoup plus agiles. Ils ont une vision, un marketing qui est plus vigoureux, plus intéressant. Ils ont déjà fédéré beaucoup de projets NFT, gaming, DeFi, etc. En fait, ils ont gagné le projet Manhattan, si tu veux. À un moment, tu avais que l'ABSC pour avoir une expérience EVM à faible coût et Ethereum. Mais tout le monde était priced out d'Ethereum. Et l'ABSC, elle posait un problème philosophique. On ne voulait pas déployer des blue chips ou des applications dessus parce que si tu mets sur l'ABSC, tu es un gros Fed et tu es un gros con. OK. Alors que l'ABSC, c'était un super move. Ça a permis à des millions de gens de se familiariser avec les différentes
wallets, outils pour faire de la DeFi, les concepts, impermanent, tout le monde a découvert. Certains auront peut-être vu ce fameux tuto de la BSC que j'avais fait à 2 ans. Bref, on a eu beaucoup de gens qui ont été intégrés à ça, mais il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Beaucoup d'autres systèmes n'avaient soit pas de traction, soit n'étaient pas prêts, les fantômes, etc. Et Polygon, ils sont arrivés là. Polygon, ils sont arrivés. Leur solution n'a rien d'élégant techniquement. Ce n'est même pas un roll-up. Et les vrais roll-up n'existent pas aujourd'hui. Justement, il y avait un débat sur Twitter ce matin. Nous sommes le 16 août. Donc, par Togrul, qui est un ingénieur en consensus, en recherche, en système distribué chez ScrollZK, qui est un projet intéressant, à mon sens. Bien sûr, ce n'est pas moi qui dis ce qui est intéressant, pas intéressant. Beaucoup de statements qui vont être partagés dans ce podcast peuvent être tout à fait merdiques, hein, il faut l'entendre. Ce qu'il disait, c'est qu'un roll-up, c'est quelque chose où le séquenceur ne peut pas être, et idéalement décentralisé, ne peut pas être manipulé, et où les preuves de fraude peuvent être générées par tout le monde. Si tu regardes Optimism, Arbitrum, etc., les preuves ne sont pas activées. Et on ne peut pas faire de fraud proof sur Optimism et Arbitrum. Elles sont tu tapes Optimism maintenant, fraud proof. Tu vas voir une documentation très bien rédigée et c'est honnête. Fraud proofs are not enabled. We are working on a new fraud proving system interactive. Mais il n'y a pas de preuve de fraude. Donc, tu as un optimistic roll-up optimistique, vraiment optimistique. Il y a une trust assumption parce que l'infrastructure des roll-up est souvent managés par les fondations qui les opèrent et qui les développent, qui contribuent à ces derniers, on part du postulat qu'ils sont honnêtes et puis c'est tout. Et après, on poste le truc sur le mainnet, etc. Ça, c'est pas un roll-up. Aujourd'hui, le seul roll-up où tu peux faire des preuves de fraude qui est optimistique, c'est Fuel. Mais Fuel V1, la V2, elle n'est pas sortie. C'est super intéressant ce qu'ils font pour le coup, mais ce n'est pas en production, ça n'existe pas. Enfin, ils ont leur langage, ils ont leur premier hackathon, etc. C'est pas en prod, il n'y a rien dessus. Donc, Fuel V1, ça existe depuis 2019, mais il y a 40 € de TVL dessus, tu vois. Il y a un livret jeune, la prime du bac CIC dessus, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas grand-chose. Mais on peut faire des preuves de fraude. Et il y a quelqu'un qui a essayé de le corrompre il y a 7-8 mois. Il y a eu un trade qui a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Et il s'est pris en fait une fraude proof et il s'est fait slasher ses 1 000 $ parce qu'il avait tenté de voir s'il pouvait un peu. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, bref, pour en revenir à tout ça, il n'y a pas vraiment de roll-up qui est en production. Les optimistic roll-up, c'est aussi intéressant, mais j'attends de voir comment ça va se développer. Donc, il y a de grosses mises à jour aussi qui arrivent. Sur Arbitrum, tu as Nitro. Sur Optimism, tu as Bedrock. Et après, on peut imaginer des couches de roll-up, de layer 3, de layer 4. Et tu peux build un ZK roll-up sur un optimistic roll-up. Tu peux imaginer en fait beaucoup de setups qui vont être très complexes et super intéressants à observer. Mais je trouve que... Ouais, je te coupe parce que là, on partait un peu plus loin de la question de base, mais justement par rapport à ça, donc à ces layer 3, layer 4, etc. L'année dernière, donc quand tu es venu sur la chaîne, j'avais parlé, c'était vraiment le top du monde multi-chain. Quand je te dis le top du monde multi-chain, c'est-à-dire que Avax c'était à je sais pas, 120 $ et Solana à 260, tu vois. donc forcément. Merci pour le Luna sur la miniature. Ah oui, je m'en excuse. Oh, je l'ai changé rapidement, j'ai été rapide. Merci beaucoup. Non, mais par rapport à ça, du coup, je t'avais posé la question, bon, c'est quoi la pertinence d'un monde multi-chain à long terme par rapport à un Ethereum 2.0 qui arrive à maturité? Et je pense que cette question-là, elle est encore plus d'actualité maintenant, par rapport à tout ce qu'on arrive, tout ce qu'on voit sur les ZK Rollup et ce qui se passe un peu sur les différents Layer 1, notamment Solana, avec la blockchain qui part en vacances assez souvent, une fois toutes les 2 semaines, c'est à peu près ma cadence de vidéo. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ça actuellement? À l'époque, en gros, ta réponse était que oui, Ethereum a la majeure, a plus de probabilité que les autres de remporter ce truc-là, même s'il n'y aura pas forcément un gagnant. Ethereum aura sûrement la plus grande part de marché. Mais par rapport à tout ce que tu as vu, entendu, compris de tout ça, comment tu vois le monde multi-chain maintenant, dans 5 ans, par rapport à ce que tu vois sur l'écosystème Ethereum actuellement? Dans 5 ans, waouh! Il y aura probablement... Il y aura 3 nouveaux Aptos d'ici là, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Oui, il y en aura au moins 3-4. Non, alors, moi, je pense toujours, pour l'instant, Ethereum
ne fait pas de faux pas, hormis quelques fausses notes ou quelques retards sur le merge, le verge, le splurge, le whatever. OK, Mhm. très bien. Mais Ethereum a une roadmap des plus intéressantes, notamment avec l'implémentation plus tard du dank sharding pour réduire le coût des interactions entre le mainnet et Ethereum, les Vertical Trees, plein de choses comme ça. Après, ils veulent même faire des enshrined EVM en fait dans c'est-à-dire que la VM d'Ethereum sur le mainnet serait une ZK EVM. C'est des choses qu'ils veulent explorer en 2025-2026. C'est très prometteur. Je pense que la communauté continue de croître. Tu as de plus en plus de roll-up qui vont être à un stade de maturité plus avancé d'ici 3-4 ans. Donc, ils vont avoir leur propre écosystème avec leur propre diversité, leur propre spécificité. Je pense que c'est à l'image du monde aujourd'hui. Il y a toujours des marchés qui sont isolés et qui continueront de fonctionner sur une stack X parce que c'est là où ils ont trouvé leur confort, fédérer leur base d'utilisateurs et finalement, il n'y aura pas de migration ou de retour vers le mainnet. Le scaling d'Ethereum, ça ne veut pas dire que les coûts, l'espace de blocs sur Ethereum, il va être disponible à bas prix. Hein. Ça va continuer de coûter cher. Il y aura toujours cette même demande. Les roll-ups achètent du block space aussi, il faut le prendre en compte. Tu auras toujours besoin de différents roll-ups, de roll-ups souverains qui utiliseront autre chose pour la data availability, peut-être pas Ethereum, mais quelque chose comme Celestia. Tu auras toujours des gens qui voudront faire leurs affaires, en fait, d'une façon totalement isolée et définir leurs propres paramètres. Et donc, pour ça, on fera peut-être son propre roll-up en tant que L3, ou on fera peut-être sa chaîne Cosmos. Cosmos fait ses preuves et continue, en fait, de trouver clientèle, malgré le fait que le Nexus d'Ethereum grandit en taille et en promesse. Bah, Des DYDX. gens géniaux, la DYDX, pour des raisons légales ou techniques, il y a toujours une petite spécificité qu'on va chercher, ils vont aller là-bas. Zcash va certainement, très certainement aller sur Cosmos. Ça continue. Ce qu'on voit, c'est que ça continue. Il y a de super projets comme Penumbra qui arrivent sur Cosmos pour la privacy. Et donc, il faut tout pour faire un monde. Il y a différents cas d'usage. On a besoin de différentes finalités, différentes garanties de sécurité, différentes compatibilités. Il y a aussi les subnets sur Avalanche qui trouvent aussi forte demande. Ça marche, ça marche. Les supernets, etc., les saladnets. Et je pense qu'on restera toujours sur ce ratio qui est le suivant. Tu auras une part de marché, une capture de valeur qui sera peut-être de l'ordre de 60%, 70% des affaires se feront sur Ethereum. Ethereum, ce sera un peu le sort de United States dans la map des différents environnements d'exécution qui existent. C'est finalement la même asymétrie qu'on a aujourd'hui. La plupart des affaires se passent dans 2-3 pays et le reste, c'est 30%, mais ça existe. Et il y a des opportunités économiques et il se passe des choses dans ces économies intermédiaires ou de taille minimale, finalement. Il se passe des choses. Et je Mm. pense que ça va être un peu à l'image du monde, du Du monde, monde multi-chain. du monde classique, finalement. Tu Ok. auras des économies dominantes et donc des plateformes dominantes. Tu auras toujours des gens qui auront leurs propres arguments, leurs propres motivations, qui auront soit leur blockchain souveraine ou qui construiront sur un écosystème concurrent parce que les opportunités ou les incentives ou les caractéristiques techniques de ce système répondent plus à leurs attentes. Et il y a certains projets de GameFi ou de play to earn, to learn, to yearn, to whatever, qui vont aller sur des trucs comme celui à Aptos parce que peut-être que la parisation des transactions ou le fait que tu puisses airdropper des NFT à 4 millions d'utilisateurs sans payer de gaz ou en payant des frais médiocres, c'est quelque chose qui leur intéresse pour leur RPG on-chain décentralisé. Bah oui, bon, peut-être qu'il y aura toujours, voilà, sur le on-chain gaming, il y aura toujours une plateforme qui correspondra plus aux besoins des gens. Mais ça ne veut pas dire que voilà, tu auras toujours cette distribution de type 60-40. Il peut y avoir un flippening même si ça me semble peu probable. Je pense qu'Ethereum va toujours garder ce lead, mais que d'autres systèmes vont continuer de croître et qu'il y aura toujours finalement un besoin pour cette infrastructure qui connecte tous ces écosystèmes, qui fonctionnent avec des stacks structurellement différentes. Et ça, c'est un gros challenge à faire parce que les bridges, jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas bien. Il y a beaucoup d'incidents, d'exploits, ça se passe très Mm. mal. On a vraiment du mal avec les bridges qui lient Ethereum avec Polygon, avec telle ou telle chain. Et la vision cross-chain, alors là, il faut bien distinguer multi-chain et cross-chain. Tu peux déployer ton protocole sur 8 blockchains et le rendre disponible aux utilisateurs de ces 8 blockchains. Tu peux aussi déployer ton protocole sur Wormhole ou Axelar. Et en un seul déploiement, vu qu'il y a de la liquidité concentrée sur Axelar avec des encres sur toutes les blockchains auxquelles Axelar est connecté, tu peux rendre le dépôt et les retraits accessibles à plein de blockchains déjà connectés à ce hub en déployant que sur un seul truc. Et Ok. ça c'est techniquement faisable aujourd'hui. Simplement, les blue chips ne s'aventurent pas là-dessus parce que je pense qu'il y a une sécurité et une confiance qui est à construire et on est à la genèse de ça. Mais le déploiement cross-chain, c'est la vision de Jump, de Wormhole, de Axelar, etc. C'est techniquement une réalité. C'est quelque chose qu'il est possible de faire. Mais la confiance a du mal à être établie là-dessus.
parce qu'il se passe trop de merde en ce moment. Malheureusement, Nomad, Superbe Team, c'est eux qui ont inventé le bridging quasiment, exploit. T'as pas le droit à l'erreur en fait. Et, euh, et ça, et ça, je ne sais pas comment ça va se dégoupiller, mais il y a toujours une demande et les gens continueront de faire des recherches. Après, il y Ok. a IBC, tu vois, qui n'a jamais été exploité, qui peut connecter des chaînes non Cosmos à Cosmos aussi. Mais je pense qu'IBC n'a jamais été exploité aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à voler sur Cosmos. Ouais, regardez ça aussi, hein. C'est qui est Ouais, la plume du hack, hein. voilà. Et c'est pour ça les gros blue chip DeFi, etc., on a de plus en plus confiance en eux parce que eux, il y a une prime du hack très très élevée. Les AAV, les Curve, bon, Curve, on va pas parler de ça. Parce que récemment, ils ont eu un petit problème de front. Alors, justement, par rapport à Ethereum, moi, j'ai une question que je trouvais intéressante, que j'ai entendue dans un podcast récemment. Je crois que c'était Epicenter pour le citer. Et à partir de là, en gros, c'était une sorte de débat où il disait, bon, si Ethereum devient non pas l'execution layer, c'est-à-dire la couche sur laquelle on va faire des transactions, mais juste le settlement layer, la couche sur laquelle on va construire des rollups qui, eux, vont faire des transactions. Entre guillemets. Il disait, si chacun des rollups choisit un modèle économique un peu à la Starkware et se disent, OK, on va créer un jeton qui va être le jeton avec lequel on va payer les frais, quelle est la pertinence derrière de l'actif Ethereum? Il y aura toujours d'utilité, les nodes, etc. Mais comment tu vois dans ce cas-là, si on a beaucoup de rollups qui choisissent leur propre jeton pour payer les frais, etc., est-ce que tu penses que ça pourrait impacter la pertinence de l'actif Ether? Non, je vois pas ça comme une menace directe. Après, il y a beaucoup de rollups qui ont fait le choix finalement d'être fidèles à Ethereum. On voit que la ZK EVM de Polygon va utiliser ETH pour le gaz et Matic pour le staking seulement. Donc le gaz va être payé en Ethereum. Mm. Et les rollups continueront de consommer de l'espace de blocs sur le mainnet, à une mesure modérée bien sûr, mais c'est ce qu'ils continueront de faire. Je pense que pour Optimism, qui sont aussi très alignés sur Ethereum, ils ont fait un choix qui est dans la direction d'Ethereum. Si je ne me trompe pas, il faut que je Ouais. consulte ça En avant de fait, la dire des majorité bêtises. font les choix dans la direction d'Ethereum, Ah, mais il mais y en a certains qui vont faire le choix d'avoir leur propre token, probablement Fuel, ce que je trouve certainement. pas, enfin, plus orienté de leur côté, puisque ça leur fait une plus grosse capitalisation, logiquement, à mon sens. Et du coup, c'est pour ça que je me disais pourquoi ils ne le font pas tous. Bon, là, ils ne le font pas, mais voilà. Vas-y, désolé. Non, c'est des questions philosophiques et je pense que il y a un scénario qui peut aussi arriver. Hmm. En fait, on aime bien hériter de la sécurité d'Ethereum Mainnet parce que économiquement, c'est un système qui est très, enfin techniquement, c'est très stable. Et économiquement, pour une attaque 51, enfin, pour attaquer Ethereum, ça Faut y coûte aller. cher. Oui, c'est très cher. Donc on aime bien, c'est cool. Mais je pense que certains roll-up, peut-être que en atteignant une market cap de 50 ou 60 milliards, ils pourraient se dire, What if I become a L1? Ouais. On arrête tout, on arrête les conneries et on arrête de batcher, d'envoyer des transactions sur le. Et donc on scale mieux aussi. On arrête Ça peut aussi arriver. C'est Et, possible, ouais. Et bah, bon, c'est vrai. ils ont leur propre token. Après, un roll-up a aussi vocation à se plugger à d'autres environnements, d'autres settlements. Enfin, tu peux avoir Starknet sur Avalanche, sur un subnet Avalanche, tu peux avoir Starknet sur plein de choses, même sur Bitcoin. C'est un débat qui a été sorti à quelques reprises, notamment sur la chaîne YouTube ou Starknet CC ou autre. Mhm. Mais c'est vrai que ça fait polémique et je pense que Vitalik, vous ne voyez pas ça du meilleur œil, les roll-ups qui choisissaient d'avoir leur propre token, si je ne me trompe pas. Mais Euh, c'est aussi tout à fait à mon sens, c'est un choix qui est légitime. C'est pareil pour Celestia et Data Layer. Ça, c'est des solutions de data availability. ok. Parce qu'on a un problème pour la disponibilité des données. Si tu utilises Ethereum, c'est lent. Si tu utilises un comité, ben, c'est un comité, donc il y a des trust assumptions, c'est pas bon. C'est ce que fait Arbitrum Nova avec sa chaîne pour les réseaux sociaux et les jeux. Les types qui proposent la donnée, c'est FTX, Arbitrum, etc. Et après, tu as ben, les networks de disponibilité de données qui font du sampling ou autre, etc. Et donc, tu en as un qui s'appelle Data Layer. Eux, leur vision, c'est on ne crée pas notre propre token, tu stakes des Ethereum. Donc, c'est fidèle à Ethereum. Donc, il y a une solution qui utilise ETH comme fuel. Et puis, Celestia, par exemple, va lancer son jeton. Et donc, c'est plein de choix et plein de débats qui s'ouvrent à nous qui sont extrêmement intéressants. Après, pour Celestia, ça fait aussi sens d'avoir leur propre jeton. Tu payes pour ta sécurité. Et Celestia, ça va se plugger à des roll-ups, ça va se plugger à des chaînes Cosmos, ça va se plugger à plein de choses. Donc, tu payes et c'est converti en sel, et value accrual, etc. Mais la question, je ne sais pas si j'y ai bien répondu.
pense que finalement, c'est un choix qui va aussi avoir ses implications. Et l'outcome de choisir ETH comme gas metering unit, comme unité pour payer le gaz, ça peut avoir des répercussions sur quel développeur va choisir de rejoindre ton clan ou non. Donc, c'est finalement des histoires de factions qui vont être guidées par l'alignement d'un roll-up ou pas sur cette question. Est-ce que je suis enfin, pas fidèle à Ethereum parce que c'est pas une notion de fidélité, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est un service qui est rendu à Ethereum malgré tout, Starknet. Hein. Mais est-ce que je veux construire sur un système qui utilise Ethereum comme gas metering unit ou je veux construire sur un système qui a sa devise souveraine avec sa propre utilité. C'est surtout politique, je pense, l'outcome. Ouais, ok, trop cool. Et du coup, si on repart un peu sur un côté plus investissement que diversification, donc toi, tu bosses dans les cryptos sur tout un tas de projets, Node Guardians, etc. Oui, Et donc, à partir de là, tu es investi dans les cryptos avec ton temps, et donc, si le marché tombe, potentiellement, tu prends un risque, on va dire, en termes d'investissement, bien sûr, mais aussi de travail, contrairement à la majorité des gens qui nous écoutent, en tout cas. Et donc, à partir de là, est-ce que toi, tu as une stratégie de diversification par rapport à ton capital pour cette raison-là ou pas? Et si oui, quelle était? Euh, une stratégie de diversification si le marché continue de chuter. Non. En fait, prenons le fait que si le marché continue de chuter, en fait, c'est pas que tes investissements qui vont être touchés, c'est aussi toi, ton travail. Et ben, il y a un certain nombre de personnes dans d'autres choses, dans d'autres niches, on va dire, d'autres marchés, Oui, qui vont, par exemple, un trader que je connais qui travaille donc dans une banque ou un truc comme ça, lui, il sait que s'il y a une grosse crise type 2008, il va se faire virer. Il va se faire virer, il va perdre de l'argent avec ses investissements. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il investit un peu moins dans la bourse son argent personnel, par contre, il va l'investir dans l'immobilier autre part. Et du coup, c'est un peu ça ma question. C'est est-ce que tu essayes d'un peu de décorréler ton argent personnel de la crypto par rapport au fait que si la crypto tombe, ce qui n'arrivera pas, on est tous optimistes sur la question, mais mais si la crypto tombe, c'est pas que tes investissements qui tombent, c'est aussi potentiellement ton travail. oh mon Dieu! La crypto n'est qu'un psyops de la NSA. C'est une grande expérience économique et on s'est tous fait rug. Bitcoin a été bootstrap par des Non, mais Illuminati. quand je dis tombe, c'est Non, non, pas. mais ça peut, non, mais Je ça suis peut sûr t'arriver. qu'elle remonte pas. Mais Non, non, moi, la majorité, même si j'achète d'autres trucs à côté, je suis pas dans la bourse, etc. ok. Je vais avoir enfin, voilà, un peu d'or, même si je suis pas non plus ultra convaincu par ça. Je pense qu'en ce moment, cash is king. Et Ouais. justement, enfin, je vais pas dire du cash, j'en ai, mais j'ai de l'argent pour traverser un bear market et pour faire autre chose. Je sais pas, ouvrir une, je sais pas moi, un cordonnier ou un truc comme ça. Mais l'idée, c'est de garder ça comme hedging. Et on peut pas tous se permettre de faire ça. Mais si, par exemple, tu as eu un bon run, il faut être pragmatique, rationnel. Ça va pas être all the way up. Et il peut aussi avoir le scénario catastrophe où finalement, ben, la fête est vraiment terminée et il n'y aura pas de bull market avant 20 ans, quoi, tu vois. Hmm. On Justement, éteint la c'est ça, lumière. c'est de ça que je parle. Non, C'est pas le en run. fait, je veux pas avoir à monitorer ou à me rappeler d'autres positions sur des marchés que je ne connais pour le coup absolument pas. Crypto, je connais un Mhm. peu. Non, moi, je me concentre dans ce que je sais faire. Et après, right now, cash is king. Donc, j'en garde et j'ai un salaire qui est en cash. Et j'en alloue une partie limitée à du. J'essaie de me protéger contre l'inflation en utilisant différentes solutions qui proposent du rendement, moyennant un risque, bien sûr. Attention, il faut bien le noter. Ouais. Et donc, je garde des USD, j'en garde suffisamment. Et si je vois qu'au bout de 5 ans, on n'est pas en bull market, je vais peut-être me poser des questions et explorer voilà, d'autres chemins. Mais j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir de la ressource, même si à T plus 3 ans, plus 4 ans, les choses ne sont pas favorables. On essaye de garder un trésor de guerre. Après, oui, j'ai d'autres types d'actifs, mais je vais pas acheter des lots d'appartements ou autres ou commencer à faire du Stéphane Plaza-like ou autre, étudier C'est très difficile. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Et en fait, en fait, ça me fascine. J'ai pas envie de faire autre chose. Et moi, j'ai envie que ça marche. Donc, je vais faire que ça. Et je vais essayer de le faire de la meilleure façon possible et y investir mon temps ou autre. Et puis voilà. Mais la vérité, c'est que c'est pas magique non plus. Il faut être pragmatique et tu dois
toujours considérer peut-être ce scénario, 4%, 8%, 12% de chance que finalement ça foire. Soit ton business il est flingué et il foire, il y en a plein qui vont foirer, soit le marché il est juste, il n'y a pas d'abondance, c'est la misère, il n'y a pas de bull market, c'est terminé, il y a une troisième guerre mondiale, j'en sais rien. Et donc là, bah, il faudra utiliser ce que tu as, que ce soit... De toute façon, il y a pas grand-chose, hein. Quand il y a un conflit, il y a éventuellement quelques devises qui sont toujours acceptées. Et peut-être, voilà, bon, ton immobilier, sauf si on te le saisit parce que, ou alors on te fait ou ou tu te fais bombarder, on ne sait jamais. Ouais. Et puis ton or, on peut le saisir, hein. Historiquement, on toque aux portes et on fait conscription et saisit des joyaux du roi et je sais pas quoi. Finalement, bon, voilà, il y a tes quelques cryptos, ton cash en banque, si ta banque te permet de le retirer en cas de période précaire. Et puis ta santé. Voilà, donc build un truc, fais-le bien. Moi, je suis pas du tout dans la diversification pour le coup et je peux me planter. Mais j'ai pas envie. En fait, j'aime trop ce que je fais. Et Ouais. je veux maximiser mes chances, en fait, Ok. de bien faire les choses. Ouais, bah c'est un point qui se tient et c'est un point que je vois sur la majorité des gens en crypto et que je vois pas à côté. C'est aussi, on va dire, intrinsèque à comment les gens sont en crypto, c'est-à-dire que bah, ils sont passionnés, ils sont à J'ai de fond. l'equity, mais j'aime pas, c'est pas liquide, c'est chiant, ça fait c'est 50, mais tu sais, non, mais Ouais, l'equity, c'est j'aime bien. c'est- C'est la c'est boîte boîte d'un de ami, crypto. tu vois, t'as un ami qui fait du travail dans les biotech ou autre. Tu sais, je fais des trucs comme ça. Mais Oui, je n'ai pas d'accord, une thèse et une méthodologie ou autre. Non, c'est vraiment la boîte de. Je sais qui c'est, le type derrière, et je lui fais c'est confiance, ça. je sais qu'il construit. Et donc, oui, ça, je le fais. Mais voilà, j'en fais des trucs, je fais des trucs comme ça, mais bon, c'est pas. Mais c'est parce que il y a l'opportunité d'un ami que tu trouves solide et voilà, tu vois, c'est ça. C'est pas Ouais, toi mais qui ça, vas c'est aller des boîtes dans chercher le la monde. Il n'y a pas de token, tu vois, c'est des boîtes dans le monde chez les mortels. Il n'y a pas de voting sur le Discord là-bas, c'est bizarre, je comprends pas. Ok, très cool. Et du coup, bah, là-dessus, ça fait 45 minutes, non, 50 minutes qu'on parle. Donc, je pense que ce serait bien de closer cette interview. Et Ouais. comme je la close un peu à ta manière, mais de manière un peu différente. Alors, c'est une question, non, t'inquiète pas, c'est pas cette question. Ah, C'est une question qui y ressemble un peu, mais moi, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas énormément de capital dans les cryptos. Et moi, à partir de là, surtout en ce moment, je leur dis, en gros, là où vous allez pouvoir vraiment capter de la valeur, ça va pas être avec le capital en investissant, etc. Ça va être en investissant du temps, à mon avis. ouais, clairement. Et Clairement. donc, à partir de là, une question que j'aime bien poser à la fin de mes interviews, c'est toi, si tu dois recommencer ton aventure en crypto en gardant non pas tes compétences, mais tes connaissances, euh, qu'est-ce que tu fais pour vivre le plus tôt possible de la crypto en tant que... C'est-à-dire que j'ai plus de compétences, j'ai plus de connaissances, j'ai plus rien. Je refais. Alors en fait, par exemple, si tu sais coder en Cairo, c'est quitté. C'est-à-dire que je te pose Ok. cette question, bah, tu reviens et tu refais du Cairo et en 2 semaines, c'est bon. Mais je te parle de. Tu sais plus coder en Cairo, mais tu sais que coder en Cairo, c'est fort, tu vois. Parce que tu sais que tu as la connaissance de l'écosystème, mais tu n'as pas la compétence de savoir aller dans le dur et faire les choses, tu vois. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En partant du postulat que je suis un programmeur ou pas un programmeur? Parce que En ça partant change du tout. postulat que tu es toi, hein. Ah, moi? Donc moi, aujourd'hui, j'ai plus rien, tu veux dire. T'as J'ai plus zéro. le Et qu'est-ce que je réseau, fais? par exemple, toi, tu n'as plus le réseau, tu n'as plus le JDC, tu connais pas Benoît, tu connais personne, voilà. Mais par contre, tu te rappelles de ton ancienne vie où tu connaissais ces gens-là, tu vois. Je parle toujours anglais, rassure-moi. Non. Ok, voilà. Attends. Donc là, Allez, j'ai vas-y, non, tu parles le anglais. personnage, Voilà, il est au niveau 1. Il a plus. Ok, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'apprends l'anglais. ok. Étape 1. Très vite, sinon. Très vite. Ok. Ouais. Vite, j'essaie d'avoir un niveau correct à l'écrit pour shitposter sur Twitter déjà. Ouais. J'apprends l'anglais. Si je peux apprendre un autre truc comme le russe ou autre, et que je peux me le permettre, je le fais, mais non, je vais me concentrer sur l'anglais. Après, je vais faire une petite veille du marché. Donc, je vais essayer de voir quels sont les écosystèmes déjà existants et sélectionner deux ou trois de ces écosystèmes que je trouve les plus agréables à utiliser ou les plus prometteurs. Soit je vais avoir une approche où je vais prendre une blockchain comme Ethereum, Pomme de Terre ou Solana, et je vais prendre trois à quatre protocoles dessus et essayer de voir quels sont les. Je ne suis pas développeur, donc je peux aussi dire j'apprends l'anglais, j'apprends Python, après j'apprends Cairo, et puis
vu que je suis Mensa, c'était 400 de QI, c'est pas moi, mais voilà, ça y est, je trouve un job je sais pas moi, chez Diversify et je demande 400K par an, voilà. Non, 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 mais de façon plus réaliste. Là, je donne un chemin qui. Parce que c'est trop facile, je dis j'apprends à coder, enfin, n'importe quel dev Papier, c'est facile à dire, hein, mais, Ouais, ben voilà, n'importe quel dev front-end, full stack, il va chercher 100K dollars et puis voilà, ou 80K dollars sans. Et, mais bon, c'est trop simple de dire ça, et ça, c'est crypto ou, ou pas crypto d'ailleurs, hein, je tenais à le préciser. Mais j'essaye de voir les communautés qui me plaisent le plus et de repérer ce qui ne va pas, de voir les forums de gouvernance aussi, sur lesquels je trouve que il y a un manque de vigueur ou j'ai des idées à soumettre qui sont intéressantes. J'apprends à bien les formuler, à bien les composer en anglais mhm. et je propose ça. J'essaye de voir quelles sont les personnes qui sont plus compétentes que moi dans toutes ces communautés respectives pour apprendre des choses venant d'elles. Souvent, elles vont Mhm. vous ghoster ou autre, mais s'il y a des webinaires, des Twitter Space, des Telegram AMA ou des trucs comme ça, je vais essayer d'aller dedans avec mes prises de questions et je vais essayer, je vais tryhard, je vais faire des trades sur Twitter, même si j'ai 3 likes. Je vais essayer de faire ça et essayer de faire quelque chose d'une qualité très raisonnable. Et surtout, pour m'assurer, pour avoir des points de référence pour la qualité de mon travail, je vais essayer de suivre des mirrors ou des blogs, etc., des médiums de personnes qui, je sais pas, qui travaillent chez 16Z, chez différentes boîtes de recherche, chez Offchain, chez n'importe quoi, enfin, chez plein de protocoles tiers 1. Et je vais essayer de comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, et on va essayer finalement de faire la même chose, mais en ajoutant une part de sa personnalité en fait dans le process, en aliénant certains paramètres. Si j'ai des compétences pour organiser des meet-ups, je vais aussi tenter cette expérience, par exemple. Je vais prendre la ville en question. Si j'ai la chance d'être dans un hub comme Londres ou Paris ou Singapour, c'est encore mieux. Et je vais trouver une thématique qui me plaît. Déjà, il faut faire des choses qui vous plaisent, même si on peut faire des choses qui plaisent moins parce qu'il y a des gros grands sur la blockchain X qui arrive et qu'on peut faire un truc en mode anon et sortir 1 million de dollars. Non, je vais essayer de faire un truc qui me plaît pour déjà avoir envie de le faire et avoir envie de travailler sur le sujet et rassembler 50 personnes, 30 personnes dans un meet-up et systématiquement être en contact. En fait, augmenter votre nombre de Dunbar dans la crypto. Avoir un maximum de gens dans votre carnet de contact. Et c'est ce qui va vous permettre plus tard d'assembler une équipe pour régler un problème, en fait, X, Y ou Z, ou ce qui va vous permettre d'avoir votre candidature, par exemple, Pousser possible, dans. ou pas, pas poussé, mais finalement, ça en vient à ça, mais d'avoir, si vous publiez quelque chose sur Twitter, vous candidatez à de la délégation sur Optimism, vous voulez avoir plus de jetons délégués sur votre truc. Si vous avez des gens qui peuvent relayer votre candidature pour être délégué, enfin, pour être participant à la gouvernance d'Optimism, par exemple, il vaut mieux avoir des gens qui vont supporter votre initiative, partager votre travail. Et donc, je pense qu'il faut vraiment focus sur son réseau, trouver des projets, voir s'il n'y a pas des projets qu'on peut aider et se créer une signature. On va essayer de prendre le chemin où on n'apprend pas la programmation, parce que c'est trop facile. Voilà, vous êtes smart, vous avez fait une école d'ingé, ou vous n'avez pas fait d'école d'ingé, vous êtes juste brillant et vous parlez anglais. Même pas, Voilà, hein. vous apprenez un langage, et, enfin, voilà, vous êtes bon quand même. Faut Voilà. pas être flingué de chez flingué, sinon ne passez pas les entretiens. Et puis voilà, vous faites du cash. Mais là, on prend la voie où tu n'apprends pas à coder. Apprends l'anglais, mais un bon anglais. En fait, mais c'est comme ça, hein, c'est le jugement, il se fait dans les 2 premières secondes d'interaction sur Telegram avec la personne. Si ton message, il est moche, ou il est pas bien formulé, la syntaxe, elle n'est pas bonne ou autre, le type derrière peut snober et ne pas te répondre. Et ça va tuer l'interaction, en fait. Et tu vas pas Mm. pouvoir connaître la suite dans l'arborescence de ce scénario. Donc, tu es obligé d'avoir une expression écrite un minimum convaincante, que ce soit celle publique ou celle privée via les emails. En fait, c'est l'extension de toi-même. Et même si vous êtes quelqu'un de très compétent en français, de très savant, de très agréable, de très sympa ou autre, vous allez être savaté par la mauvaise qualité, par exemple, de votre anglais. C'est pour ça que malheureusement, tout se passe en anglais. C'est critique d'avoir une expression correcte. Une fois que vous commencez à créer ces ponts, ces liens avec ces gens-là, que vous essayez de les aider, parfois même gratuitement, il faut le faire. Que vous créez des initiatives, que vous créez votre marque, etc., vous développez votre communauté. Euh, c'est débile de dire ça, ça me paraît un peu trop bateau, mais les opportunités vont arriver toutes seules.
Mais c'est très difficile de le faire si on est totalement anon avec 10 followers ou autre. Donc, on est obligé de créer cette base-là. Donc, étudier très rigoureusement quelque chose et se poser des questions, être extrêmement critique avec soi-même et se dire, avant de faire un trade sur les roll-up ou autre, est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'est, je sais pas, une blockchain? Qu'est-ce que c'est de la signature à la validation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le sais? Et en fait, il y a plein de ressources sur Internet qui vont permettre de combler ces petits trous. Et c'est ce qui va aussi vous donner un peu plus de confort pour créer des contenus sur la chose, pour intervenir et pour poser des questions pertinentes. Par exemple, quand vous faites un podcast ou un call avec quelqu'un, vous avez en général 8 questions. Vous ne pouvez pas poser plus de questions que ça parce que le temps est faible. Vous ne voulez pas poser des questions que la personne de CNBC va poser. Sinon, la personne... Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, en tout cas. Hein. Non, mais je suis quelqu'un de talentueux. Non, mais non, mais ce que je te dis, je rigole, t'inquiète. CNBC, les gens, tu vas pas, les gens, ils rencontrent, voilà, ils se font interviewer souvent ou autres, et ils vont pas être marqués par des questions qui sont génériques ou autres. Et il faut aussi pouvoir sortir du lot, et ça se fait par ce travail justement ouais, de connaissance, de savoir de minimum. Ouais, en gros, c'est vraiment je sais pas si ça va aider. Apprendre l'anglais, comprendre quelles sont les inefficiences, les problèmes dans un protocole et essayer de les résoudre, s'impliquer dans des forums de gouvernance, créer du contenu. Et en fait, tu n'es pas obligé de tous les faire, mais ça, c'est différents axes à explorer. Tu peux faire ça uniquement les week-ends quand il y a du temps libre, par exemple. Mais c'est ça. Et atteindre un certain niveau, pas d'excellence, parce que moi, j'en suis pas à ce niveau-là, mais être bon, quoi. Être bon en anglais et avoir du réseau. Et en fait, à mesure que ton réseau augmente, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés ou 10 000 abonnés. 500, ça suffit. Hein. Enfin, pas 500. 500 contacts, même pas abonnés, on s'en fout des contacts. Même pas abonnés, on s'en fout des abonnés, on parle de contacts qui te connaissent, visiter des conférences, organiser des petits meet-up. À partir du moment où tu fais ça, tu ériges un nom et que en fait, la personne qui va essayer de t'intégrer dans son écosystème ou non, ce qu'elle va faire, souvent, c'est qu'elle va aller sur ton Twitter, elle va aller sur pas ton LinkedIn, elle va aller sur ton Twitter, elle va aller sur ton Medium, elle va voir ce que tu écris. Si c'est mal écrit, elle va arrêter là. C'est triste, hein, non mais c'est vrai. Elle va voir si tu retweets trop de trucs un peu étranges, genre des collections peut-être de NFT qui ne lui semblent pas sérieuses. Si ton but c'est de t'impliquer dans un truc de Layer 1 ou de recherche en scaling ou autre, s'il voit que tu fais ça, il y a des préjugés en fait. C'est la base. Il n'y a que des préjugés dans le space. Ça marche que comme ça. Donc, il faut absolument que ton front-end soit clean. Et ça se joue à la moindre faute d'orthographe, à la moindre de tes interventions. Il faut que tu laisses des traces à peu près correctes. Ne faites pas comme moi. N'allez pas vous chamailler avec votre compte perso, avec des maxis. Heureusement, c'est en français, c'est pas en anglais, mais ne le faites pas. Ne faites pas des trucs comme ça. Ne laissez pas des traces de... ne faites pas des trucs bidons comme ça. Et essayez de maintenir un profil qui est propre et d'augmenter de façon linéaire votre nombre de contacts et d'apporter de la valeur à des communautés émergentes. C'est ce qui va vous permettre d'être stakeholder, en fait, parfois, sur ces communautés-là et de toujours cibler, quand il y a une communauté en question, la personne qui a une vision ou qui a de l'autorité sur ce système-là pour que votre travail puisse être reconnu. Et ça, finalement, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en école de commerce ou autre, c'est votre instinct de reptile. Voilà. Ok, très bien. Écoute, merci Samy d'être venu sur la chaîne une deuxième fois et puis j'espère qu'on pourra se revoir d'ici 6 à 8 mois, pareil. Non, Starknet CC, dans 2 mois. Ah oui, non, mais se revoir sur la chaîne. Avec plaisir. Il faut que tu viennes sur la chaîne du JDC un jeudi. Hein. Faut qu'on boxe ça. Ouais, justement, parce que on voit ça après, on va pas le faire en vidéo. Mais merci beaucoup de m'avoir convié. C'est toujours un plaisir de venir sur ce podcast et j'espère que ce que j'ai partagé, ça sera utile à aux communautés ou autres. Et puis voilà. Merci beaucoup. Cool. Ciao Samy, et puis on se dit à la prochaine. Partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux
en finance décentralisée en crypto. Alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.